rejoindre pour ce webinaire sur la diversification alimentaire. Ce webinaire est en co-construction avec le groupe francophone des patho-gastro-entérologie et nutrition pédiatrique et l'AFPA, l'Association française de pédiatrie ambulatoire. Et nous allons donc vous présenter globalement les grands principes de la diversification actuellement. Ce webinaire est né du fait que la campagne européenne sur la nutrition infantile est en cours encore jusqu'au mois de juillet et on vous présentera aussi des fiches pratiques qui ont été traduites en français par nos deux sociétés. Voilà. Camille, je te laisse partager Voilà, le diaporama arrive. Est-ce que vous le voyez tous bien? notre Oui, oui, pas de souci. C'est bon. Eh panéliste. bien, on va pouvoir commencer. Hop, donc moi juste je me présente, Sandra Brancato, je suis pédiatre libérale. À toi Camille. Et donc, Camille Young, moi, je suis gastropédiatre au CHI Créteil. Et donc, merci à tous d'être présents là pour ce webinaire ce soir, donc conjoint AFPA, GFA, GNP, à l'occasion donc de la sortie de la campagne sur la diversification alimentaire de l'EBSGAN, donc qui tourne dans un certain nombre de pays. Et comme vous allez le voir, il s'agit de guides de poche qui sont relativement bien faits, on trouve, et qui peuvent être assez utiles et pour les professionnels et pour les parents. Donc, on va d'abord discuter de quand débuter la diversification, des apports nutritionnels recommandés, des modalités pratiques de la diversification, de quelques points d'attention, et puis de la diversification menée par l'enfant. Donc, tout d'abord, la définition. Donc, pour l'OMS, la diversification alimentaire correspond à l'introduction de tout aliment autre que le lait maternel ou d'une préparation pour nourrissons en l'absence d'allaitement, à l'exception des suppléments, bien sûr, en vitamines, minéraux, eau de boisson et des solutions de réhydratation. Donc, pour l'OMS, la diversification idéale, c'est plutôt à partir de 6 mois, dans un objectif nutritionnel et de maintien de l'allaitement maternel. Alors que pour l'EBSGAN, donc en pratique les pays européens et pour le Haut Conseil de la santé publique en France, la fenêtre d'opportunité se situe plutôt entre 4 et 6 mois, dans un objectif nutritionnel de prévention des allergies et de développement. On va le revoir. Et puis, on dispose aussi d'un programme national de nutrition santé, PNNS, que vous connaissez sans doute, qui permet d'avoir des guides pour les parents et les professionnels et qui sont basés sur les recommandations de l'ANSES et du Haut Conseil de la santé publique. À quel âge peut-on débuter la diversification? Donc, juste un tout petit peu d'histoire et de préhistoire, hein, parce que moi, ça m'a toujours amusé de voir ces études des archéologues. Donc, Néandertal, des études isotopiques sur les dents de lait montraient un sein exclusif à peu près jusqu'à 7 mois, puis une diversification et un sevrage complet vers 14-15 mois. L'introduction des viandes, donc c'était plutôt biche, lapin, cheval, et se faisait vers 8 mois. Et on trouve aussi des contenants avec des traces de lipides laitiers. Donc on sait que Néandertal utilisait donc des compléments de vache ou de chèvre sous forme de biberon pour compléter l'alimentation de leur enfant. À l'âge de bronze, en Mésopotamie, on retrouve une diversification aux alentours de 6 mois et demi et un sevrage complet vers 2 ans et demi. Et à Cuba, donc chez des aborigènes entre moins 500 et plus 500 après Jésus-Christ, on trouve une diversification vers 3 mois et un sevrage vers 19 mois. Plus récemment, au XIXe siècle, on retrouve des choses qui disent qu'éventuellement l'alimentation était quasi exclusivement lactée jusqu'à 2 ans, mais on n'a pas vraiment de source là-dessus. En 1937, l'Association médicale américaine déjà parle d'une diversification à partir de 6 mois et observe une meilleure croissance et une meilleure résistance aux infections. Et puis ensuite, on a eu quelques excès avec Stewart qui conseillait en 1943 l'apport de sardines, de thon, de crevettes chez des nourrissons de 4 à 6 semaines en cas d'allaitement défaillant. Et en 1953, Sackett préconisait l'introduction des céréales dès le deuxième ou troisième jour de vie, les légumes à 10 jours, les viandes en purée à 14 jours et les fruits au 17e jour. En 1970-1980, génération diversifiée entre 2 et 3 mois environ.
Donc actuellement, on préconise plutôt une diversification, donc c'est les recommandations effectivement européennes de l'ESPEGAN et les recommandations françaises, entre 4 et 6 mois. Donc l'OMS et l'Académie américaine sont plutôt sur un référentiel sain exclusif 6 mois, puis diversification alimentaire en maintenant l'allaitement jusqu'à 24 mois ou plus. L'Europe se situe plutôt entre 4 et 6 mois. La Norvège, la Suède et les Pays-Bas suggèrent que les bébés allaités pourraient recevoir des aliments de diversification en petite quantité dès 4 à 6 mois, surtout si l'allaitement apparaît insuffisant. D'autres pays peuvent préconiser une diversification alimentaire dès 4 mois, donc chez l'enfant, né à terme et en bonne santé. Avant 4 mois, trop précoce? Probablement, oui. Alors, il y a une forme d'immaturité rénale et gastro-intestinale, plutôt sur la motricité du tube digestif du tout petit, qui n'est pas en capacité d'absorber autre chose que du lait infantile ou du lait de sa maman. Une forme d'immaturité neurologique et développementale. Le bébé n'est pas conçu sur les premières semaines pour manger. Il ne tient pas bien sa tête, il n'a pas un tonus suffisant. Et puis surtout, il ne se préoccupe pas encore de tout ce qui va concerner l'oralité. Donc, il n'est pas prêt. Les carences nutritionnelles, parce que quand on remplace le lait de mère ou le lait infantile par des légumes et des fruits, au niveau énergétique, c'est insuffisant. Et les apports peuvent être insuffisants et le bébé ne pas grossir à ce moment-là. Le risque allergique avant 4 mois et puis peut-être un risque métabolique avec une question toujours non élucidée sur est-ce que lorsque l'on diversifie trop tôt, ça ne ferait pas le lit du surpoids ensuite. Donc le risque allergique, il est relativement clair maintenant que bon, l'allaitement maternel doit être poursuivi 4 à 6 mois, si possible sans aucun complément. Puis on fait une introduction d'aliments solides qui est possible dès l'âge de 4 mois. Il ne faut de toute façon jamais retarder l'introduction des allergènes au-delà de cette fenêtre de 4 à 6 mois et un tout petit peu plus, mais certainement pas au-delà de 1 an. Et quel que soit le terrain atopique de l'enfant, même à haut risque. Pour le risque métabolique, on retrouve une méta-analyse de 2015 sur le risque d'obésité avec 2 études d'assez bonne qualité où l'introduction de solides avant l'âge de 4 mois pourrait entraîner un risque accru d'obésité infantile. En revanche, il n'y avait aucune différence dans les groupes qui étaient diversifiés à 4 mois versus à 6 mois. Donc au-delà, ça ne sert à rien non plus d'attendre. Après 6 mois trop tardifs, oui, certainement, et notamment pour la carence en fer. Donc les apports en fer sont vraiment nécessaires et même en allaitement exclusif, il ne faut pas retarder l'introduction des aliments riches en fer au-delà de 6 mois. Et puis pour les allergènes, il n'y a aucun avantage à les retarder. Donc en France, à quel âge se fait la diversification? Donc ça, pour ça, on a quelques chiffres qui sont issus de 2 études, l'étude Epiphane 2 et l'étude NutriBébé 2022, qui montrent pour Epiphane un âge médian de 4,5 mois et pour NutriBébé un âge médian de 5,1 mois, avec 91% des enfants qui démarrent entre 4 et 6 mois. On observe quand même avec les 2 études qu'il y a environ 4% des enfants qui ont démarré avant 4 mois. Mais il y a aussi, et notamment sur NutriBébé 2022, 11,7% des enfants qui démarrent après 6 mois, donc un peu tardif quand même. Alors, un petit mot pour l'enfant prématuré, puisque on en voit quand même très souvent et on ne sait pas toujours quand démarrer. Pourquoi le moment est important? Donc, Sandra vient de le dire, sur le plan nutritionnel, et c'est notamment très vrai pour l'enfant prématuré qui rattraper sur le plan stature-pondérale. Donc, en relais, si possible, de l'allaitement maternel pour la prévention, donc la tolérance des allergènes, la prévention des maladies métaboliques ultérieures, et puis la diversification va aussi modifier le microbiote. Et puis pour le développement de l'enfant, l'enfant doit être prêt, il doit être en capacité à tenir assis avec un minimum de soutien, il doit avoir perdu le réflexe d'extrusion, c'est-à-dire le fait de repousser la nourriture avec la langue, il doit manifester un intérêt pour la nourriture en regardant, ouvrir la bouche et s'intéresser à ce qu'il y a dans l'assiette de ses parents ou de ses frères et sœurs. Et puis, c'est un moment où il va acquérir de nouvelles compétences.
L'enfant prématuré a la particularité d'avoir des besoins énergétiques en général supérieurs pour son rattrapage staturo-pondéral et parce qu'il peut avoir des pathologies associées qui vont nécessiter des apports énergétiques supérieurs, en particulier des pathologies respiratoires, digestives ou même des retards de développement qui vont compliquer la diversification. Alors, comme Sandra l'a dit, pour l'enfant né à terme, les recommandations sont claires. On commence entre la 17e et la 26e semaine de vie. Tout le monde est relativement d'accord. Chez l'enfant ancien prématuré, il n'y a pas de recommandations aussi claires. Il y a eu beaucoup de propositions ces 30 dernières années. Par exemple, au Royaume-Uni, ils avaient proposé de commencer à partir de 5 kilos quand l'enfant avait perdu son réflexe d'extrusion. Puis, il a été proposé de commencer vers 4 à 6 mois d'âge corrigé quand l'enfant avait une maturité oromotrice suffisante. Et puis enfin, d'autres auteurs ont proposé vers 3 mois d'âge corrigé. On a quand même 3 études contrôlées qui ont comparé donc un groupe de diversification précoce à un groupe de diversification tardive, une publiée en 2023, une autre en 2017 et une en 2022. Donc, comme vous pouvez le voir, ce qui est appelé groupe diversification précoce ou tardive est quand même assez variable d'une étude à une autre. Mais enfin, au global, quand on regarde, il n'y a pas de différence sur le plan anthropométrique. Les poids taille PC sont similaires dans les deux groupes. Alors finalement, quand est-ce qu'on débute? Eh ben, ce qu'on constate, hein, c'est que on débute en général plus tôt chez l'enfant né prématurément que chez l'enfant né à terme, hein, en âge corrigé, avec une association pour un début précoce quand l'enfant est un garçon et quand le niveau d'éducation maternelle est plus faible. Quand on demande aux mères qu'est-ce qui a les raisons qui ont motivé le début de la diversification, elles disent qu'elles avaient l'impression que le lait ne suffisait plus pour leur enfant, que leur enfant était prêt, parfois pour suivre les conseils des médecins. En tout cas, les raisons étaient assez similaires dans cette étude pour l'enfant né à terme et pour l'enfant né prématurément. Alors en Europe, on a une autre étude observationnelle sur 156 nourrissons qui montre que 60% sont diversifiés avant l'âge de 4 mois d'âge corrigé. Et finalement, plus l'enfant est né prématurément, plus la diversification alimentaire est précoce en âge corrigé. Et l'enfant allaité ou en allaitement mixte est diversifié moins tôt que les enfants qui sont au biberon. Alors, qu'est-ce que nous dit l'EBSGAN, qui a publié il y a moins d'un an maintenant des recommandations sur la diversification alimentaire du prématuré. Ils disent, finalement, ils restent très évasifs. Ils disent que le bon moment est situé entre la 10e semaine et 6 mois d'âge corrigé. Donc, vous voyez, ça laisse une fourchette quand même relativement large. Ils insistent surtout sur le fait que ce qui est important, c'est que l'enfant doit être prêt neurologiquement pour être diversifié. Un petit mot maintenant sur les apports nutritionnels recommandés. Donc, chez l'enfant né à terme, on est autour de 100, 120 kilocalories kilo-jour jusqu'à 3 mois et puis ça diminue progressivement. Chez l'enfant prématuré, ces apports sont supérieurs du fait d'un rattrapage nécessaire et puis de pathologies associées. En termes de répartition en lipides, glucides, protéines, on est à 50-55% de lipides, 40-45% de glucides et 5-10% de protéines. Des besoins en calcium autour de 500 mg par jour, des besoins en fer autour de 6-10 mg par jour dans l'alimentation, et puis des besoins en vitamine D qui nécessitent donc une supplémentation pour tous les enfants. Donc il s'agisse d'enfants nés à terme ou d'enfants nés prématurément. Donc comme vous pouvez le voir sur la diapositive, il y a quelques particularités pour l'enfant né prématurément. Alors, la diversification dans ces grandes lignes, on va revoir tout ça un peu plus en détail après. Globalement, il n'y a pas d'ordre d'introduction. Cela dit, commencer par les légumes faciliterait leur acceptation ultérieure dans les études. Donc, on a plutôt quand même tendance à commencer par les légumes. Soit les parents achètent des aliments destinés à l'alimentation du tout petit. Vous avez en haut à droite de la diapositive là le logo qui est sur ce qu'on appelle plus couramment la baby food. Soit ils font eux-mêmes à manger et dans ces cas-là, il est préférable qu'ils achètent des produits biologiques. Il faut, dans tous les cas, varier les aliments, les présenter de multiples fois
peu salé, peu, voire pas de sucre rapide, mais plutôt des sucres complexes. Et puis, les aliments allergisants, en tout cas dits allergisants, il y en a six, hein, l'œuf, les produits laitiers, les crustacés, l'arachide, le poisson et le blé, doivent être introduits normalement et sans délai. On conseille en général le poisson maigre une fois par semaine et un poisson gras une fois par semaine aussi. On va revoir un peu les limites de ces conseils. En tout cas, ces poissons sont riches en acides gras polyinsaturés à longue chaîne, ce qui est important pour les apports en oméga 3 et 6. Donc, on va reprendre effectivement par catégorie, donc en commençant par les légumes et les fruits. Ils sont introduits dès 4 mois et comme l'a dit Camille, effectivement, en tout cas dans la plupart des cultures européennes, on commence par les fruits et les légumes. Ils sont importants parce qu'ils apportent des fibres et des vitamines. Tous les légumes et tous les fruits peuvent être introduits à partir de 4 mois. Ils seront bien entendu au départ cuits sans sel ajouté et mixés. On peut utiliser des légumes frais, alors plutôt effectivement de culture biologique si possible, mais on peut aussi utiliser des légumes surgelés qui sont d'excellente qualité et parfois des légumes apertisés. On choisira bien entendu plutôt de saison et des légumes et des fruits qui sont de culture locale. Pas d'exclusion des fruits rouges et des fruits exotiques, comme ça a pu être le cas jusqu'à il y a quelques années encore, où on entend hein, encore des parents et des grands-parents qui nous disent, ah bon, les fruits rouges, c'est vrai, docteur, aussi? Oui, oui, et les fruits exotiques aussi. Tout. On va les proposer au repas de midi, au repas du soir. En fait, il n'y a pas vraiment d'importance, hein. L'heure du repas, c'est quand même très culturel. Donc, c'est vrai qu'en général, on va le faire plutôt au repas de midi et les fruits au goûter, mais ça n'a pas d'importance en soi si papa et maman démarrent le soir. On proposera un légume et un fruit différents tous les jours, mais on reviendra très régulièrement sur l'ensemble des fruits et des légumes. Et parfois, il faut proposer 8 à 10 fois pour que l'enfant apprécie et accepte ce que initialement il fait un peu la bouille et il n'a pas envie de manger. On peut soit introduire des légumes et des fruits à 15 jours d'intervalle en commençant par les légumes puis les fruits, ou alors si on veut aller plus vite, on peut les introduire à deux repas différents. Parce que parfois, eh bien, il faut accélérer les choses, surtout quand les crèches nous donnent des grandes listes de fruits et de légumes à introduire avant de débuter. Et ça peut parfois prendre des semaines. Donc, on peut accélérer en faisant à midi et à 4 heures. Les quantités, elles s'adapteront toujours à l'enfant et à sa faim. Donc, il n'y a pas de règle particulière. Ça peut être une cuillère au départ parce qu'il n'en veut pas plus, comme ça peut être effectivement plusieurs cuillères, jusqu'à parfois 200 grammes assez rapidement. Les viandes, les poissons et les œufs, donc c'est ce qu'on appelle entre guillemets les protéines, hein, mais il faut savoir qu'il y a des protéines aussi dans d'autres aliments. Bon, en tout cas, dans notre jargon, on dit souvent aux parents, vous pouvez introduire les protéines, mais en fait, c'est viande, poisson, œufs. Dès 4 mois aussi, en théorie. Alors en pratique, elles arrivent souvent quand même après les légumes et les fruits, donc plutôt vers 5 mois. Mais surtout, il est recommandé de ne pas les différer au-delà de 6 mois, car n'oublions pas que ce sont les sources de fer et de zinc. Donc, cela apporte des protéines, c'est important pour le développement, la construction, la croissance. Le fer, très important pour le neurodéveloppement, mais aussi du zinc et du DHA. L'introduction importante des viandes, poissons, œufs se fera notamment chez les nourrissons qui sont exclusivement allaités et dont le démarrage est un peu tardif au niveau de la diversification. En fait, il faut les introduire dès le départ avec les légumes mixés, même si l'enfant ne mange que quelques cuillères au départ. On recommande 10 grammes cuits par année d'âge, donc 10 grammes par jour jusqu'à 12 mois, puis 20 grammes par jour jusqu'à 24 mois, puis 30 grammes, etc. Il n'y a pas de viande, poisson, œuf cru ou peu cuit parce qu'il y a un risque bactérien, on en reparle un peu plus tard. Et on ne retarde pas l'introduction des allergènes, notamment le poisson et l'œuf. Et enfin, dernière chose importante aussi, on ne sépare pas le blanc d'œuf et le jaune d'œuf parce que ça aussi, c'est encore très ancré dans les cultures familiales. Alors, un petit mot sur les poissons, puisque ce qui est quand même compliqué ces dernières années, c'est qu'on retrouve de plus en plus de polluants divers et variés dans les poissons, en particulier des métaux lourds, des polluants organiques persistants, des métalloïdes, des polluants émergents. Et la liste s'allonge de plus en plus. Vous avez tous entendu parler récemment du cadmium notamment, mais on retrouve aussi du plomb, de l'arsenic, du mercure, des perfluorés, etc. Globalement, on en trouve à la fois dans les poissons de mer et dans les poissons d'eau douce. Et plus un poisson est prédateur, plus il va concentrer ses polluants.
Donc, les grands prédateurs comme le thon, l'espadon, le brochet vont concentrer 10 à 100 fois plus de polluants que les petits poissons comme les sardines et les anchois. Donc, si une sardine contient 10 microgrammes kilo de mercure, un espadon qui mange des sardines en contiendra 1000 microgrammes kilo. Donc cette liste étant assez rapidement évolutive, vous pouvez aller la surveiller sur le site de l'ANSES. Mais c'est vrai que ça complique un petit peu les conseils, puisque les poissons sont quand même très intéressants sur le plan nutritionnel, mais en revanche, s'ils sont pleins de polluants, c'est pas non plus une bonne solution. Les sucres complexes, hein, ce qu'on appelle aussi dans notre jargon les féculents, en fait, quand on parle avec les papas et les mamans, sont importants pour les apports énergétiques. On les introduira entre 4 et 6 mois. Donc les sucres complexes, ça concerne toutes les céréales. Les féculents, alors les féculents, c'est plutôt les pommes de terre et les racines et les légumineuses. Et donc ça, c'est une catégorie d'aliments qui est souvent négligée et qu'il est important d'introduire donc sous forme de lentilles, des pois chiches écrasés, des pois cassés. Voilà. Dans les sucres complexes, le gluten peut être introduit dès l'âge de 4 à 6 mois, à dose progressive à chaque repas. Alors, on peut donner des repères aux parents avec environ un tiers de sucre complexe pour deux tiers de légumes, mais tout cela, on l'adapte à la croissance et à l'énergie que peut dépenser un enfant, parce qu'il y a des enfants qui ont une activité physique assez intense aux alentours de 9 12 mois, et à ce moment-là, ils grossissent moins bien. Et parfois, il faut augmenter un tout petit peu les sucres complexes et les lipides. Donc le gluten à quel âge? Donc déjà, il n'y a pas d'effet protecteur de l'allaitement au moment de l'introduction du gluten. Ensuite, l'introduction se fait entre 4 et 12 mois et il n'y a pas de différence d'incidence entre les groupes introduits à 4 mois, à 6 mois ou à 12 mois. Et donc la Société européenne suggère que le gluten en soi ne devrait pas être consommé en grande quantité. Donc en fait, la seule façon, entre guillemets, de faire un peu de prévention, c'est de ne pas l'introduire en trop grande quantité, mais bien en petite quantité, très progressive. Donc en gros, pas une assiette de pâtes d'un coup. Les lipides, donc ça on en parle beaucoup, mais c'est quelque chose d'essentiel, hein. Les apports énergétiques, hein, déjà, le fait que les lipides sont pourvoyeurs de beaucoup d'énergie et que les enfants, jusqu'à l'âge de 6 mois, ont besoin de 50 à 55% de leur apport énergétique totaux sous forme de lipides. Donc c'est une grande part et on sait bien dans les études nutritionnelles qu'ils n'atteignent malheureusement pas ces besoins. C'est important aussi pour le développement neurosensoriel avec les acides gras polyinsaturés. Les jeunes enfants sont trop souvent en dessous des besoins qui sont donnés par l'EFSA. Il faut répéter très régulièrement de rajouter de l'huile végétale crue dès le début de la diversification à chaque repas servi. Alors on va utiliser l'huile de colza de préférence puisque c'est celle qui est la mieux équilibrée en oméga 6, oméga 3 et on va alterner. L'huile de noix est aussi très bonne. Alors, ben, forcément, dans la culture, l'huile d'olive reste très ancrée dans le sud de la France. Donc, moi, je leur dis souvent d'alterner, mais d'utiliser quand même le colza et la noix. Et aussi l'utilisation du beurre, une petite noisette de beurre, tout ça en alternance et en variant les sources de lipides. On propose une cuillère à café à chaque repas servi jusqu'à 1 an, puis 2 cuillères à café à chaque repas servi jusqu'à 3 ans dans le fait maison et dans la baby food et dans les collectivités de jeunes enfants et chez les assistantes maternelles. Donc l'étude NutriBébé, ça, ce sont les résultats de 2013. L'étude NutriBébé montre que de toute façon, la totalité des catégories d'enfants qui ont été observées, donc il y avait 11 groupes d'âge entre 15 jours et 3 ans, donc ils sont tous en dessous des recommandations de l'EFSA par rapport aux apports lipidiques. Et donc les résultats de 2022 sont aussi en cours de publication et montrent qu'on est toujours en dessous. Donc il faut continuer à prôner l'ajout de lipides dans l'alimentation des enfants. Voilà, donc l'étude 1K3 nous montrait déjà, donc 1K3 c'est 2015, nous montrait que le taux de consommation de matières grasses végétales ajoutées chez la tranche d'âge 0-11 mois était seulement de 20% et dans la tranche d'âge de 1 à 3 ans seulement de 69%. Epiphane 2 nous dit que seulement 35% des 6 mois consomment des matières grasses ajoutées et 67% des 12 mois. Et donc NutriBébé 2022 est encore plus bas puisque c'est seulement 15%
des enfants de 6-7 mois qui consomment des matières grasses végétales, 27% des 12-23 mois et 17% seulement des 24-29 mois. Et dans NutriBébé 2022, on voit que beaucoup de parents retirent les lipides parce qu'ils pensent que c'est comme les régimes d'adultes et que c'est pas bon pour la santé. Donc il faut continuer à faire passer ce message de l'importance des lipides chez le jeune enfant. Alors, pour récapituler ce que Sandra vient de dire, donc en pratique, et puis compléter un petit peu, le soja, on déconseille avant l'âge de 3 ans, donc c'est une petite exception du fait de risque de contamination aux phytoestrogènes. Le gluten, comme Sandra l'a dit, dès le début de la diversification, mais en quantité progressivement croissante, hein, pas effectivement le plat de pâtes d'emblée. Les jus ou boissons sucrées ont peu d'intérêt nutritionnel, c'est des sucres rapides. Globalement, ils ne doivent pas être proposés aux nourrissons. Le miel, pas avant 12 mois du fait du risque qui reste quand même assez hypothétique de botulisme, en tout cas rare, on va dire. Les poissons d'eau douce, anguilles, brèmes, carpes, silures, etc., on évite. Les poissons sauvages prédateurs, lottes, barbes, bonitons, etc., pas trop souvent. Et les très grands prédateurs marins, espadons, requins, on évite. Alors, tout ça, vous le retrouvez aussi dans les documents de la campagne de l'EBSGAN, où vous avez donc les bases de la diversification alimentaire avec des iconographies et des petits moyens mémotechniques, à la fois pour donc les professionnels de santé et puis pour les parents, donc avec des choses très très simples. Et puis un rappel des nutriments clés pendant le début de la diversification alimentaire. Vous pouvez aussi trouver des repères sur le site du Haut Conseil de la santé publique avec cette grille de repères d'introduction des aliments chez les enfants de la naissance à 36 mois qui, en outre le type d'aliments proposé en fonction de l'âge, vous donne des indications sur les textures qu'il faut introduire. Euh, donc ça aussi, ça peut être un repère enfin un outil à utiliser. Alors, un petit mot, encore une fois, pour l'enfant ancien prématuré. Donc, le lait au départ, c'est plutôt un lait enrichi. Donc, on diversifie vers l'âge de 4 mois d'âge corrigé quand l'enfant est neurologiquement prêt. Au début, avec des textures lisses. Comme Sandra l'a dit, on rajoute bien des huiles, en particulier l'huile de colza, l'isio-4, voire l'huile quintessence si les parents, donc c'est un mélange d'huile si les parents le peuvent. 2 cuillères à café par purée. Et puis, on va commencer les textures grummeleuses vers l'âge de 8 mois, puis les morphaux fondants, en essayant d'éviter de mélanger les textures. L'objectif étant l'acquisition d'une alimentation proche de celle de la famille à partir de la 2e année. Alors effectivement, les textures, c'est aussi un point important de la diversification. Elles seront de plus en plus complexes et au bon moment et sans retard. Donc, les capacités d'alimentation orale des morceaux se développent entre 6 et 10 mois lorsque l'enfant est stimulé par de nouvelles textures et bien entendu lorsque la station assise est acquise. Il y a plusieurs signes qui peuvent montrer que l'enfant est prêt à consommer des aliments ayant une texture moins lisse que la purée, hein, quand il sait maintenir sa tête et son dos droit dans sa chaise, lorsqu'il avale des purées lisses et épaisses sans aucun problème, lorsqu'il réalise des mouvements de mâchonnement quand il porte quelque chose à sa bouche, lorsqu'il est capable de tenir un aliment dans sa main et de le porter à sa bouche, en fait, il cherche à manger, hein, et puis lorsqu'il se montre intéressé par le repas. Par exemple, il va essayer de prendre ce qu'il y a dans l'assiette de ses parents ou de la fratrie ou des copains à la crèche. Dès 7-8 mois, l'enfant peut commencer à manger des petits morceaux mous fondants, puis de plus en plus durs à partir de 10 mois. Il faut bien séparer les textures, hein. Si on mélange des morceaux à quelque chose de lisse, ça risque de déclencher un réflexe nauséeux puisque l'enfant est surpris. Il n'aime pas trop ces surprises-là et donc on peut là avoir des difficultés d'acceptation des morceaux. Donc, il vaut mieux avoir d'un côté ce qui est bien mixé et de l'autre côté les petits morceaux. Attention évidemment aux aliments durs et aux ronds, l'arachide, donc pas avant 4-5 ans, les grains de raisin, les noisettes, les tomates cerises, les morceaux de pommes crues, etc. Tout ça est susceptible effectivement d'être à l'origine de fausses.
Là encore, il y a les fiches de Lefsgan sont plutôt bien faites. Il y en a une sur les nouvelles textures qu'il faut commencer hein, avec vraiment des repères en termes d'âge et puis aussi des repères visuels sur qu'est-ce qu'on entend par aliment moins texturé. Une fiche sur la présentation des allergènes et puis une autre sur l'alimentation au-delà de 1 an. Alors justement, quid à partir de l'alimentation après 12 mois? Ben, elle se rapproche de celle de la famille, elle est variée. Si possible, il faut conserver le lait de croissance, au moins 500 millilitres par jour pour couvrir les apports en fer et en acides gras essentiels, qui sont souvent un peu enfin, insuffisants. La charcuterie doit rester exceptionnelle. Il faut limiter les produits sucrés, hein. L'enfant, quand il grandit, les parents ont tendance à se relâcher et commencent à introduire ce type d'aliments. Il faut vraiment lutter contre encore à cet âge-là, ou alors de façon très ponctuelle. Il faut toujours leur conseiller de bien lire la liste des ingrédients, hein. Plus la liste est courte et mieux c'est. Plus elle est longue et plus on risque d'avoir des alimentations ultra transformées qui est maintenant bien associée à certaines pathologies. Donc faire attention à ces aliments-là. Et puis pour la prévention du syndrome hémolytique urémique ou des infections alimentaires, bien cuire la viande à cœur, les poissons aussi, les œufs aussi, pas de viande ou de poisson cru ou fumé, pas de lait cru ni de fromage cru avant 5 ans. Il faut préférer les fromages à pâte pressée cuite, comme l'emmental, le comté, le gruyère ou le beaufort, les fromages fondus à tartiner, les fromages au lait pasteurisé. Il faut évidemment pas boire de l'eau non traitée. Et puis, les préparations à base de farine, ça, on y pense un peu moins, comme la pâte à pizza, la pâte à cookies, les gâteaux, les tartes ne doivent pas être consommées crues ou peu cuites. Un petit mot sur les alimentations végétariennes, puisqu'il y en a quand même là encore de plus en plus. Il y a aussi une fiche de Lebsgan sur le sujet. Donc, quand c'est une alimentation végétarienne, ça pose en général assez peu de soucis, hein. Il y a toujours les produits laitiers et les œufs. Attention aux apports en oméga 3 et en fer. Et puis, bien sûr, continuer les apports en vitamine D. Concernant l'alimentation végétalienne, là, c'est plus difficile. Il vaut mieux se rapprocher d'un suivi spécialisé. Il faudra en tout cas pouvoir apporter une source de fer suffisante, voire supplémenter, éventuellement supplémenter en calcium, si possible, continuer d'un hydrolysa de lait de riz. Et puis, il faudra supplémenter de façon systématique en vitamine B12 en zinc et bien sûr continuer la supplémentation en vitamine D qui sera doublée. Alors, il y a un certain nombre d'enfants qui ont ce qu'on appelle une néophobie alimentaire. À partir de 18-24 mois, ils commencent à refuser des aliments qu'ils ne connaissent pas. C'est finalement une période normale du développement et pour éviter ça, en tout cas, faire en sorte que ce soit pas trop difficile pour la famille. L'idéal, c'est d'avoir réussi à familiariser l'enfant le plus possible avec des aliments variés, donc de lui avoir fait goûter 8 à 10 fois un même aliment, d'avoir introduit suffisamment précocement les aliments non lisses, hein, on a dit entre 8 et 10 mois, et puis d'avoir travaillé le développement des sens, c'est-à-dire qu'il ait pu sentir, toucher, participer à la cuisine, au jardinage, patouiller, etc., bien sûr, en fonction de son âge. Un petit mot sur les petits mangeurs. Donc ça, c'est l'exemple d'un enfant prématuré, mais on voit ça aussi chez les enfants nés à terme. C'est des enfants qui sont capables de manger de tout, mais en petite quantité, qui ont des croissances régulières en dessous des courbes avec un IMC bas, qui se développe bien. Celui-là, en l'occurrence, n'est pas dénutri. Alors cet enfant-là ira sans doute chez l'endocrino prochainement pour la taille, mais en tout cas, du point de vue pondéral, sa croissance est plutôt correcte. Il y a parfois des situations, on est vraiment dans le cadre de difficultés alimentaires vraies de l'enfant et je vous invite à regarder le pas à pas qu'on a remis à jour l'année dernière sur les difficultés alimentaires du petit enfant pour essayer de trouver les cas nosologiques adaptés, en sachant que dans les nouveaux critères de Rome 5 qui viennent de sortir, il y a une nouvelle entité qui s'appelle difficulté alimentaire fonctionnelle de l'enfant. Alors, on donne aussi toujours des conseils d'installation, de dérouler des repas pour les parents. On leur conseille de manger dans le calme,
que l'enfant soit bien installé avec des pieds sur un repose-pied. Donc ça, c'est plutôt pour les plus grands. Il faut le laisser favoriser, le laisser toucher les aliments, le laisser patouiller. Bien sûr, manger en famille et éviter les distractions qui détourneraient l'attention de l'enfant, en particulier des écrans. Il faut respecter sa faim et son rassasiement, hein, Sandra a bien insisté dessus. Il ne faut pas forcer, mais en revanche, il faut cultiver la familiarisation, donc reproposer, reproposer, reproposer. Et puis, évidemment, si les parents n'aiment pas manger, bah, ce sera un petit peu plus compliqué pour que l'enfant apprécie lui aussi. Et puis, si on est dans des situations où la diversification n'est pas suffisante en quantité ou en qualité, bien sûr, il faudra proposer une prise en charge spécifique et multidisciplinaire. La DME, parce que ça, c'est un peu dans l'air du temps. On en a beaucoup entendu parler il y a quelques années. Là, c'est vrai que ça diminue. Enfin, en tout cas, nous, on a la sensation dans le cabinet médical qu'on en entend moins parler. Donc c'est quoi? C'est la diversification menée par l'enfant. Ça veut dire diversification, c'est la même définition. Ce sont des apports autres que le lait de mère ou le lait infantile. Mené dans l'enfant, ça veut dire que le nourrisson mange tout seul, avec ses mains, les aliments de la table familiale. Il décide de ce qu'il mange et combien il mange. Et tout ça est apparu dans les années 2000 suite à la publication d'un livre de Jill Rapley, qui est une puéricultrice anglaise. Et ça a pris un essor via les réseaux sociaux et les médias. Donc, Jill rappelait sa description, c'est dès 6 mois, assis seul ou sur les genoux d'un parent, parfois maintenu si la station assise est encore limite, aucun aliment en purée et pas de cuillère utilisée, nourriture de la table familiale mais adaptée, et des apports en lait, sein ou biberon à la totale demande. En pratique, selon Gilles Rappelet, il faut d'abord donner des gros morceaux, finalement, pour apprendre à mordre et à mâcher. Puis, on va passer à la finger food et on va éliminer les aliments trop durs ou en tout cas, on va les couper en deux. Pour elle, les capacités de mastication apparaissent entre 6 et 9 mois, ce qui est pas fou en soi, effectivement. Et les hauts le cœur, qui sont au départ assez importants puisqu'ils ont un réflexe de nausée assez antérieur, finissent par reculer et il faut bien les différencier des vrais épisodes de suffocation. Voilà, qui sont donc le fait que l'enfant rejette vers l'avant quelque chose qui n'est pas suffisamment mâché. Donc ce réflexe nauséeux très antérieur chez le tout petit finalement est protecteur et il va reculer au cours de la première année de vie. Quels sont les avantages de la DME selon Gilles Rappelet? Parce que pour elle, bah, il n'y a pas d'inconvénient, c'est finalement merveilleux. Alors, elle dit qu'il n'y a pas de diversification avant 6 mois car il y a un risque allergique important. Gilles Rappelet ne cite aucune source et on sait bien actuellement qu'au contraire, il ne faut pas retarder l'introduction des allergènes. Elle dit que l'alimentation est beaucoup plus sereine, il y a moins de conflits autour de la table. Elle ne cite aucune source, mais enfin, c'est évident que si on laisse l'enfant manger uniquement ce qu'il veut, il y a beaucoup moins de conflits. Elle dit qu'il y a une meilleure régulation de l'appétit et que ce serait protecteur contre l'obésité future, mais malheureusement, elle n'a aucune source citée dans ce qu'elle avance. Elle dit que ça entraîne une réduction des coûts alimentaires et des repas plus faciles à préparer, probablement puisqu'on propose les aliments de la table familiale, et que la DME permettrait à l'enfant plus tard d'avoir une meilleure alimentation plus saine et plus variée. Et donc, de la même façon, il n'y a pas d'études scientifiques qui pourra prouver ça. Le comité de nutrition de la Société française de pédiatrie a donc étudié la littérature concernant la DME et a retenu tout de même des avantages potentiels. La première chose, c'est que certaines propositions de la DME sont intéressantes et pourraient s'intégrer dans une diversification standard et notamment l'introduction des morceaux avant 10 mois. L'allaitement exclusif est prolongé au-delà de 6 mois, enfin jusqu'à 6 mois, mais pas au-delà. Donc il faut diversifier. Et enfin, privilégier les aliments faits maison, les producteurs locaux, les circuits courts, les fruits et les légumes de saison sont évidemment des avantages nutritionnels également. Bien entendu, on respecte la satiété de l'enfant et les repas sont plus conviviaux. Donc, nous retenons au niveau du comité de nutrition un certain nombre d'avantages. En revanche, il y a quand même des risques qui sont liés à la DME, notamment le non-respect des recommandations nutritionnelles, c'est-à-dire que l'enfant décide ce qu'il veut manger, quand est-ce qu'il veut le manger, et quelques études nutritionnelles nous montrent qu'il
va avoir trop de protéines d'origine animale, trop de sel, trop de sucre, des graisses saturées, des fritures. Et en revanche, il n'aura pas assez d'énergie, pas assez de fer, pas assez de zinc, pas assez d'acides gras essentiels et un manque de vitamines, notamment au démarrage de la DME. C'est-à-dire, quand on démarre la DME vers 6 mois et jusqu'à l'âge de 12 mois, ils ne sont pas encore en capacité de manger des quantités suffisantes. Il y a donc un risque de carence en fer, un risque d'apport excessif en graisses saturées, mais d'apport insuffisant en acides gras polyinsaturés. La consommation de lait est à la demande, que ce soit le lait maternel ou le lait infantile, sans respect des horaires de repas. Et puis, il y a un risque d'étouffement qui n'est pas clairement exclu dans la plupart des études. Donc, le comité de nutrition recommande que si la DME doit être pratiquée, elle doit être accompagnée par des professionnels de santé. Et en tout cas, dans les crèches et les collectivités, des règlements par les autorités sanitaires doivent éviter des pratiques potentiellement inadaptées et dangereuses. Voilà, donc pour conclure et pour résumer un petit peu ce qu'on a dit, donc un début de diversification entre 4 et 6 mois ou 3 et 6 mois d'âge corrigé chez l'ancien prématuré, en fonction des capacités et du développement de l'enfant, les morceaux à partir de 8 mois. La diversification, c'est vraiment un moment charnière, c'est une étape importante, tant pour les parents que pour l'enfant. Et effectivement, il faut vraiment travailler à ce qu'elle se passe bien, sinon ça peut devenir compliqué. Sur le plan nutritionnel, il faut bien intégrer les aliments riches en fer et les potentiels allergènes dès le début de la diversification alimentaire. Bien sûr, la supplémentation en vitamine D à poursuivre, la surveillance de la croissance et du développement comme habituellement, avec vraiment un objectif d'une alimentation vraiment très diversifiée et bien texturée avant l'âge de 12 mois. Donc, vous pourrez retrouver tous les documents et d'autres encore de ce guide de poche de l'EBSGAN sur le site soit du GFA-GNP, soit de l'AFPA. Donc, on vous invite à vous en saisir si les trouvez utiles. On va peut-être passer aux questions. Tout à fait. Merci Camille. Alors, Euh, Pourquoi débuter chez les Par quoi débuter chez les prématurés comme question? Il y avait. Bah, la même chose que chez les bébés à terme, Exactement. finalement. C'est les Hmm. mêmes recommandations à adapter en fonction du développement du bébé préma. Il mais n'y je a crois pas que la de question, c'était en pratique quel âge aussi, parce que finalement, ils sont perdus. Bah, c'est normal, on ne sait pas très bien. En pratique, on fait souvent 3 mois et demi, 4 mois d'âge corrigé. Chez les grands prémas, c'est vraiment tard au-delà, hein. Ça fait très très long pour les parents rester au biberon. En général, ils sont prêts et ça se passe plutôt bien. Des fois, on est plus proche des 3 mois, des fois, on est plus proche des 4 mois. Peu importe, en fait, c'est dans cette tranche-là, entre 3 et 4 mois d'âge corrigé. Toutes les recommandations concluent quand même au fait que bah, finalement, c'est une décision qui se prend un peu au cas par cas. Et donc, le médecin qui suit l'enfant, souvent, c'est des enfants qui sont suivis dans des réseaux vulnérables. Et donc, il voit quand même des pédiatres très régulièrement. Et donc, il faut attendre le go du pédiatre qui va examiner l'enfant. Il y avait des questions par rapport aux viandes. Oui. Il y avait une question par rapport à des retours du professeur Tounian qui recommanderait 50 grammes de viande à l'âge de 12 mois. Et une autre question sur l'intérêt d'introduire le boudin, j'imagine le boudin rouge. Alors, je vais laisser Camille sur les recommandations protéiques et je parlerai du boudin après. Donc effectivement, Patrick Tougnan recommande sur des calculs en fait de potentialité d'absorption du fer, de plutôt augmenter les apports en viande rouge. On a à peu près, on a environ 10% des nourrissons qui seraient carencés en fer, donc ça reste quand même 8% à peu près, une carence assez fréquente, mais qui n'est pas non plus systématique. En tout cas, les recommandations officielles ne sont pas de donner 50 grammes de viande par jour, c'est-à-dire 25 grammes fois 2. Voilà. Donc, c'est des avis qui peuvent diverger un peu en fonction des experts. Je reviens moi sur le boudin. Alors le boudin, c'est un excellent aliment qui apporte effectivement beaucoup de fer. Alors après, on peut pas. Alors déjà, culturellement, tout le monde ne mange pas de boudin.
On va commencer par là. Et ensuite, on ne peut pas manger du boudin tous les jours ni toutes les semaines, mais des enfants qui ont effectivement quelques difficultés à manger correctement ou qui seraient effectivement carencés en fer, qui grossiraient mal, on peut leur conseiller un apport de boudin une fois par semaine. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'aliments qui contiennent du fer et que ce qui est important, c'est surtout de varier et de diversifier au maximum et de pouvoir proposer plusieurs sources de protéines différentes, pas que de la viande ou que des œufs ou que du boudin. Donc vraiment beaucoup de diversité. N'oubliez pas les légumineuses. Alors certes, c'est un fer végétal, hein, donc avec une moins bonne absorption, mais en complément de l'alimentation et en association avec une source de vitamine C, il peut y avoir une absorption supplémentaire de fer. Et enfin, la dernière chose, c'est que chez les enfants qui ne sont pas allaités, chez ceux-là, on va maintenir le lait de croissance qui va quand même corriger une grande partie des besoins en fer. Et justement, pour compléter ce que tu dis, Sandra et Camille, je crois que Patrick Tougnon a quand même spécifié que les quantités n'étaient pas vraiment différentes de ce qu'on a vu là, de ce qui a été dit là. Et en fait, il avait conseillé de doubler le taux de protéines quand il n'y avait pas de lait de croissance, justement, qui était apporté aux enfants et Mm. qu'il n'y avait pas d'allaitement. Donc, c'était vraiment un problème de quantité de fer quand il n'était pas supplémenté par le lait de croissance. En fait, Non, ce il qui y est a- très compliqué pour le faire, hein, c'est que l'absorption est très variable selon les individus. Donc, c'est un peu difficile de généraliser forcément quelque chose qui va être très individuel, justement. Disons que la plupart des enfants, malgré tout, ne sont pas carencés en fer et que ça reste quand même euh, voilà, pas forcément systématique de doubler les apports en viande. Mais en revanche, si un enfant est carencé, là, c'est sans doute une bonne façon de faire. À préciser aussi pour, que sur NutriBébé 2022, dans les résultats qui sont en cours de publication, dans les enfants qui sont consommateurs de lait de croissance, plus de 60% couvrent leurs besoins en fer, alors que chez les non-consommateurs de lait de croissance, ils n'atteignent pas, ils sont seulement 13% à couvrir leurs besoins en fer. Donc actuellement, la principale source de fer chez l'enfant de moins de 3 ans, ça reste quand même le lait infantile, en tout cas chez les enfants non allaités, puisqu'il faut savoir que NutriBébé n'a pas étudié les apports des enfants allaités. Donc voilà, on ne peut pas juger sur l'enfant allaité, mais en tout cas l'enfant non allaité a tout intérêt à consommer effectivement du lait infantile. il y a beaucoup de questions sur le fer toujours, hein, sur effectivement enfant allaité, est-ce qu'il faut rechercher systématiquement une carence en fer ou se fier à la clinique? Est-ce qu'il faut supplémenter systématiquement? Si l'allaitement est plus de 6 mois, doit-on supplémenter systématiquement en fer? Et là, il y avait encore une question. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait de ce fer chez les enfants principalement allaités? Alors, il n'y a pas de recommandation pour dépister systématiquement la carence en fer chez l'enfant qui va bien et qui est allaité et diversifié normalement. Si jamais il a un régime végétarien, là, oui. Je pense que c'est de bonne pratique de le faire, même s'il n'y a pas forcément de recommandations très, très claires. Et chez l'enfant prématuré, bon, bah là, il y a de toute façon un dépistage, une supplémentation systématique chez l'enfant prématuré. Donc après, c'est guidé par la clinique plutôt, mais pas de dépistage systématique en population générale pour l'enfant qui va bien et qui est allaité et normalement diversifié. Et quelqu'un a lu qu'on ne pouvait pas donner le fer en même temps que le lait, parce que ça Euh, diminuerait l'absorption du fer. Il y avait la compétition du calcium, quelque chose comme ça. Ouais, oui, mais en fait, c'est pour ça que dans les formules infantiles ou dans les laits, la quantité de fer réellement présente est très importante. Ce qui est toujours très compliqué avec le fer, c'est qu'il y a euh, encore une fois, c'est très individuel. Et deuxièmement, qu'il n'y a qu'une petite partie du fer qui est réellement absorbée. Et effectivement, on a des chiffres un peu grossiers du fer ferrique qui va être absorbé autour de 20-30%. Mais en réalité, voilà, on n'est pas capable de quantifier l'absorption réelle d'un individu. Donc, ça reste voilà, à la louche un peu, hein, à grosse maille, on va dire. Et la dernière question sur le fer, je crois qu'après ça va aller. Quand arrêter la supplémentation chez le PREM? En général, c'est jusqu'à 1 an. Après, ça dépend des centres. Mm. Il y a des centres qui disent jusqu'à ce que la diversification soit bien mise en place.
Et après, il y a deux catégories. Il y a le prématuré effectivement allaité et le prématuré au lait infantile. Il faut savoir que quand il passe au lait deuxième âge, quand il a commencé la diversification et qu'il passe au lait deuxième âge, il va avoir des apports en fer par le lait infantile plus importants. Le lait premier âge n'a quasiment pas de fer. Donc c'est vrai que quand on retarde le passage au lait deuxième âge chez les prématurés, ils ont besoin d'une compensation en fer. Il y avait une question D'accord. sur les lipides, sur la présence d'hexane dans l'huile de colza, qui serait apparemment importante, et l'intérêt dans ce cadre-là d'utiliser plutôt l'huile de lin. Alors, l'huile de lin est moins facile à trouver, ça c'est la première réponse que je ferai. Et puis, ce qui est important surtout, c'est de varier les sources de lipides et de jamais utiliser la même huile. Et donc, c'est pour ça que le mieux, c'est quand même de conseiller l'alternance colza, noix, lin, pourquoi pas, quintessence, isio-4 et beurre. Et effectivement, arriver à bien varier les sources de lipides. Après, la quantité d'hexane dans l'huile de colza, je ne sais pas. Ça, je suis pas capable de répondre. Je, Et je- dans la même idée, oui. non, je sais pas non plus. Enfin, voilà, ça fait partie des difficultés qu'on peut avoir en nutrition, c'est-à-dire qu'il y a toujours des choses, des composés qu'on connaît plus ou moins qui semblent être décrits, rapportés, tout ça, sans forcément que les sources soient très fiables et généralisables. Donc, il faut toujours être assez prudent sur ces sujets avant de conclure. Et sur les lipides avec les prématurés, c'était est-ce que vous doublez les cuillères à café d'huile chez les moins d'un an en mettant deux au lieu d'une chez l'enfant non prémat? Bon, on va s'adapter surtout à la croissance de l'enfant, à ce qu'il est capable de manger en apport. Et en tout cas, on va jouer sur la quantité de lipides parce que c'est des apports énergétiques importants chez le jeune enfant, mais pas que le prématuré, hein, chez des enfants qui ont une croissance qui n'est pas suffisante. On va facilement doubler les cuillères d'huile pour éviter les stagnations pondérales. Oui. Donc pourquoi pas? Après, ça dépend de sa croissance, hein. Il y a des prémas qui sont quand même costauds, hein, qui sont pas à Moi, plaindre. souvent, en général, je mets 2 cuillères à café dans les purées faites maison et puis une dans les baby-food, puisqu'il y a quand même des lipides, même si c'est insuffisant, ce qui permet d'avoir aussi des apports justement euh, en acides gras polyinsaturés, en oméga 3, oméga 6 suffisants, puisque effectivement, comme Sandra l'a dit, on sait qu'ils sont insuffisants actuellement dans les enquêtes. Jusqu'à quel Alors âge? Sandra, Camille, il y avait une question, excuse-moi, je t'ai coupé Véronique, sur l'introduction, quand et comment l'introduction des fruits à coque. Et il parle Alors, du Dolipo, tu sais, les petites. Alors, Oui, à oui, partir de 4 à 6 mois, en petite quantité, mais enfin, régulièrement. Donc, on ne fait pas une fois, puis on arrête et on n'en donne plus. Donc, on va en proposer très régulièrement. Alors, des petites quantités, donc c'est toujours pareil, hein, les papas et les mamans, ils ont besoin d'être guidés. Donc, moi, je les renvoie assez souvent sur le site AllergoDiet. Et puis après, bah, si ils veulent pas faire de la cuisine, ils peuvent utiliser effectivement la solution d'Alipo qu'ils achètent en ligne avec des petits sachets pour introduire. Ce qui est important surtout, c'est que quand ils commencent, ils le fassent assez régulièrement, donc des petites quantités et progressivement ils vont augmenter, plutôt que de donner une fois et puis on dit ah bah c'est bon j'ai donné, il n'est pas allergique, ça va et puis à 1 an il chope le curly dans la table à l'apéro et il fait la réaction. Ce que tu veux dire, c'est que quand ils ont de l'huile d'amande douce sur la tête pour enlever les croûtes de lait dès la naissance, tu veux dire qu'ils sont déjà sensibilisés et que Bah oui. si on attend trop de temps après, ça risque de créer une allergie, c'est ça que tu veux dire? Alors en fait, on met pas l'huile d'amande douce sur la tête des bébés, comme ça c'est encore mieux. On va éviter aussi de les masser avec de l'huile de coco et je ne sais quoi encore, l'huile pour de éviter sésame. de les sensibiliser à travers leur peau qui est plus réceptive que la nôtre et plus fine et qui va faire que bah, ils vont faire des réactions à l'alimentation. Alors En fait, Dolipo, c'est une marque, hein, ça, c'est des petits berlingots qui coûtent, Oui, c'est ça. qui coûtent ce qu'ils coûtent. Euh, Bah, et est-ce qu'il y a d'autres solutions que vous préconisez, des curly, bah, 14 curly par jour comme en Israël, dès l'âge ah de non, 4 mois? il y a les petits pots d'arachide, quoi, de beurre de cacahuète, quoi. Mais ça dépend aussi de l'alimentation familiale, c'est-à-dire qu'il y a par exemple des familles où ils utilisent régulièrement le beurre de cacahuète ou
ou des fruits à coque pour cuisiner. Et effectivement, là, ce sera important de commencer relativement tôt pour coller finalement à l'alimentation familiale. Parce que ce qu'on veut aussi, c'est que l'enfant, donc là, effectivement, il y a plein de types de diversification différentes. Là, on présente quelque chose qui est relativement traditionnel parce que c'est ce qu'on connaît le mieux, mais enfin, il y a beaucoup de variations en fonction des cultures et en fonction des familles qu'on peut voir. Bah, ils vont être euh, une famille créole, par exemple, va plus facilement utiliser de la cacahuète pour cuisiner tout un tas de plats. Ils n'ont pas intérêt à retarder trop l'alimentation parce que si jamais il est allergique, ce sera plus embêtant dans la vie quotidienne encore. Et puis c'est quelque chose qu'ils font déjà. Donc c'est un peu, mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué si on n'en consomme pas tous les jours à préparer. Il y a plein de façons. Effectivement, je vois mixer les amandes. Enfin, il y a plein de façons d'arriver à avoir quelque chose qui au départ est pas avec des morceaux, quoi. Je rebondis là-dessus, Camille, ça veut dire que tu préconises également l'utilisation des épices dans les familles qui ont l'habitude Oui, d'utiliser beaucoup d'épices. Et bien donc sûr. d'introduire d'une manière digestive en plus de la manière olfactive. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes IGA. Ah oui, oui, bien sûr. Il n'y a pas de. En fait, encore une fois, il n'y a pas de bonne façon en dehors euh, de grandes lignes hein, de diversifier. C'est très, très variable d'une culture à une autre. Et effectivement, des familles qui mangent très épicé, ben, ils n'ont pas intérêt, comme ils le feraient, je sais pas, s'ils étaient en Inde, au Sri Lanka ou ailleurs, à repousser l'introduction de ce type d'aliments. Hein. Donc, pas d'épices contre-indiquées. Non. En ce Les qui Et il y a concerne le aromatiques fenouil, aussi, hein, juste, les herbes aromatiques peuvent être introduites. en ce qui concerne le fenouil, une question. Lesgane le déconseille sous forme de tisane. Qu'en est-il du légume? Il n'y a Euh, pas de la- souci avec le légume. Hein. D'accord. Et puis les tisanes, c'est surtout chez les tout petits, hein. C'est pour ça, les tisanes, c'est avant la diversification. quel laitage préconisé? Est-ce que les laitages bébés, enfants, infantiles, sont à préférer? Alors, les laitages bébés auront l'avantage d'être contrôlés au niveau des ingrédients. C'est-à-dire que dans un laitage bébé, il respecte une charte qui interdit les additifs, enfin qui limite fortement les additifs. Il y a plus de 300 additifs dans la nourriture de type adulte. Il y en a moins de 50 dans la nourriture de type bébé. Les colorants sont interdits et le taux de pesticides en sortie d'usine doit être quasi nul. Donc forcément, c'est une forme de sécurité alimentaire. Voilà. Cependant, ensuite, on recommande aussi le yaourt nature au lait entier, qui convient très bien. Ce qu'il faut éviter, c'est les crèmes dessert et les faux amis. C'est ceux où vous avez le petit dinosaure dessus, mais ils sont pas faits pour les bébés, ceux-là. Ils sont faits pour les grands. Donc, il y a du sucre, il y a des colorants, il y a des additifs. Ils ne conviennent pas à la nutrition du nourrisson enfin, de l'enfant de moins de 3 ans. Donc, à choisir entre le faux ami avec le petit dinosaure dessus et un laitage infantile, on va choisir le laitage infantile. Maintenant, ceux qui veulent pas acheter de laitage infantile, pas de souci, ils achètent du yaourt nature au lait entier. Et s'il y a une Très licorne, bien. même s'il y a une licorne, c'est pas bon? S'il y a une licorne, Oui. Tu peux la alors, dessiner sur le pot si tu veux. Alors, quand est-ce qu'on introduit le pain? Question Le de... pain, bah, c'est du gluten, hein, donc Voilà. Donc, on donne des morceaux de Mais pain, des tartines avec du beurre, on fait comment? de la mie, il y a la question sur la mie. Ouais, la mie, le en crouton, fait, comme disaient les ancêtres. dès que l'enfant tient assis correctement, seul, et qu'il est capable de porter à la main et de rousiguer sa croûte de pain sous surveillance, il peut avoir quelque chose à la main. Donc il y en a, puis il y en a, ils sont encore assez pâteaux à 6 mois, il va falloir attendre un tout petit peu plus. Mais une chose est sûre, c'est que le morceau à la main ne doit pas être introduit au-delà de 9, 10, 11 mois, parce que sinon après c'est trop tard. Voilà. en général, ils le lèchent en fait. Hein, ils prennent le couton, ils le lèchent et petit à petit, comme ça, c'est une bonne façon de les familiariser avec les petits morceaux au départ. Hein. Et effectivement, ça dépend vraiment du développement de l'enfant. Et les grignoteuses. Bah, les Bonne grignoteurs, interrogation. ça a de l'intérêt uniquement chez les tout petits finalement qui Les tiennent mâchouillettes. assis. C'est tout, parce qu'après, une fois qu'ils tiennent bien assis et qu'ils ont le morceau à la main, autant leur donner le morceau à la main.
Après, c'est vrai qu'entre 4 et 6 mois, tu leur mets un bout de pastèque bien froid, là, ils se font les gencives dessus. Enfin, ça leur plaît de grignoter le jus de la pastèque et le jus du melon. Ça n'a pas d'autre intérêt nutritionnel. Mhm. Alors, il pourrait y avoir une question, je l'ai pas lue, mais je vais la sortir. Est-ce que dans vos consultations, Sandra et Camille, vous parlez à chaque fois que vous allez introduire les morceaux, est-ce que vous leur expliquez le Heimlich de l'enfant? Alors, moi, Non. non, mais je leur explique qu'il faut quand même que l'enfant soit assis en sécurité avec un adulte, qu'on ne le fait pas rire et qu'on ne met pas la télé devant lui. Voilà. Mais après, effectivement, non, je ne fais pas de démonstration des gestes d'urgence. J'avoue, Camille. Non, mais en réalité, c'est quand même. Enfin, C'est souvent demandé, hein. oui, mais enfin, ils ont un réflexe nauséeux qui est effectivement marqué au départ, et finalement, ils se préservent pas mal, l'enfant, hein. Au départ, ils sont un nouveau truc, ils le crachent, hein. Et puis, petit à petit, ça vient. Voilà. En tout cas, c'est plutôt des ne pas donner de morceaux qui seraient susceptibles de créer une fausse route, ce qui est rarement le cas avec des petits morceaux fondants, hein. Mais c'est Quand l'histoire du les pain. fruits, Tu vois, on vient de parler du pain, des morceaux de carottes. Mais en général, le pain, ils vont le lécher, ils vont pas le croquer, ils vont pas croquer un bout de pain, hein. C'est Pas au début, ils- mais après, vers un an. En fait, ce qu'on conseille surtout, c'est de donner, alors soit finger food, c'est la taille de 2 doigts d'adulte. Donc, par exemple, ça va être pratiquement la banane entière ou une carotte vapeur en entier qu'il attrape à la main ou le bouquet de brocoli ou quelque chose de la taille du poing de l'enfant pour qu'il puisse effectivement, alors déjà pas l'enclaver, hein, et puis après, bah, c'est toujours pareil. C'est à adapter à ses capacités, à faire avec un adulte à côté. Et bien entendu, certains parents nous rapportent des expériences un petit peu traumatisantes. Alors il faut les rassurer parce que souvent ils confondent le fait que vraiment il y a une fausse route gravissime où on change de couleur, le fait que l'enfant il s'est, comme on dirait dans le sud, engavaché, et puis en fait il a vomi. Et il a vomi son repas. Enganaché. Engavaché, on dit dans le sud. On va retenir ce Voilà. nom. Et du coup, moi, ce que je leur dis, c'est de proposer les morceaux plutôt en début de repas, ce qui évite d'avoir la purée avalée sur les pieds. Donc, on commence par les morceaux, on le laisse patouiller, et puis bah, il fait gentiment ses petites expériences. Puis après, bah, il en a marre, il commence à tout jeter en l'air. Et dans ces cas-là, on lui donne sa petite purée à la cuillère derrière. Et ça évite, en faisant l'inverse, c'est quand même un peu plus compliqué parce que tu as beaucoup plus de risques de retrouver la purée par terre. beaucoup de questions sur l'âge de l'introduction des fruits crus. Bah, les fruits À crus. quel âge? Bah, si tu veux, ça dépend de la saisonnalité aussi, mais là, on est dans la super saison, enfin, on sort même de la saison des fraises. Moi, je leur ai dit, allez-y, go, écrasez les fraises, les faites pas cuire, c'est pas la peine, hein. Et c'est pareil, là, on va rentrer dans les pêches. Une bonne pêche bien mûre, tu la fais pas cuire, tu la mixes. Donc, dès 4 mois, on peut écraser des fruits Les crus. fruits sont bien mûrs. oui, Voilà. à 4 mois, c'est souvent un petit peu juste, mais en tout cas, Ouais. 6 mois, Et moi, c'est c'est possible. oui, parce que entre 4 et 6, alors il y a aussi une différence, hein, les petits pots de 4 mois sont raffinés, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment zéro morceau, c'est extrêmement lisse, hein. Quand on écrase les fruits, bon ben voilà, 4 mois c'est souvent un petit peu, ça dépend des enfants, hein, mais c'est souvent un petit peu juste encore. Mais 6 mois, en général, ça passe bien. Crème fraîche? Crème fraîche, pas de problème, Ok. si elle est pas périmée, hein, évidemment. Une question sur les lipides. Pourquoi diversifier les lipides quand une huile est à la bonne proportion, oméga 3, oméga 6? Elle a jamais complètement la bonne proportion, en fait. C'est un peu la raison. Et l'huile Euh, ou le beurre, même réponse. alors, l'huile est plus intéressante, hein, que le beurre en termes de type d'acide gras. Euh, et c'est vrai que l'huile de colza, c'est celle qui semble être la plus adaptée, mais enfin, c'est pas mal d'avoir un petit peu de tout. Donc, en général, on aime bien quand même mélanger. Les rapports, en plus, euh, ils sont pas complètement identiques pour chaque lot et chaque huile. Euh, donc, c'est des données, là encore, assez grossières, hein. On n'a pas la composition précise de la bouteille qu'on achète, hein. Jusqu'à quel âge supplémenter en huile?
Bah, au moins jusqu'à 3 ans, ça, c'est certain. Ah Et puis ouais. après, bah, ça va dépendre aussi du profil de l'enfant et de sa capacité, enfin, de ce qu'il va manger sur la table familiale. Euh, et probablement qu'il faut continuer les huiles végétales crues dans l'alimentation des enfants. Euh, voilà, on va s'adapter au-delà de 3 ans à ce qu'ils mangent. En fait, ces huiles-là sont quand même très très bonnes, hein, par rapport à effectivement. Après, on voit souvent des enfants de 2-3 ans commencer à manger des fritures, des choses comme ça, qui sont quand même moins intéressantes euh, sur le plan nutritionnel, hein. Donc, comme nous, on met de l'huile dans notre salade ou Donc c'est toute sa vie, tu veux dire. quand on, quand on mange des pâtes, on rajoute du beurre, de l'huile. Enfin, voilà, c'est un peu la même chose, hein. Il y a Exactement. a priori pas de raison d'arrêter de mettre un petit Et, peu et, d'huile dans nos repas, et dans pourquoi nos ne plus assiettes. utiliser l'huile de tournesol et à quel âge donner les margarines végétales? Alors, les margarines, ça n'a pas beaucoup d'intérêt hein, sur le plan de l'alimentation. Bah, si on tient compte des meilleurs régimes actuellement, on va être sur le régime méditerranéen, le régime crétois, donc ça va être effectivement plutôt des huiles végétales, notamment l'huile d'olive. Alors chez l'enfant, on a besoin plutôt d'oméga 3, d'oméga 6 que d'oméga 9, mais voilà, les margarines, après, on peut toujours lui faire une tartine avec de la margarine, hein, s'il aime ça, pourquoi pas, mais c'est pas quelque chose qu'on va rajouter de façon quotidienne dans son alimentation. Et en plus, il faut se méfier parce qu'il y en a certaines, elles sont hydrogénées, là. Et c'est pas forcément bon pour la santé, ces produits ultra transformés. Bon, et le sel dans tout ça. Ah, le sel. Le sel, ben, on peut l'utiliser par exemple dans l'eau de cuisson des légumes si on cuit pas vapeur et qu'on fait bouillir. Mais par contre, on va pas garder l'eau de cuisson et on rajoutera pas de sel. On rajoute pas de sel, mais il faut quand même en donner un petit peu, quoi. Oui. Voilà, faut pas Et non plus, parce qu'on voit des parents qui deviennent au contraire extrêmement stricts avec le sel, avec zéro apport, c'est pas non plus l'idée. mm, C'est On a des parents qui sont phobiques du sucre, des graisses, des ouais, protéines, du mm. sel, du ouais. sucre. Enfin, je me demande ce qu'ils leur donnent à manger finalement. Des Mm. glaçons. Hein? Des glaçons, Que faisons-nous des céréales infantiles? Quels sont leurs intérêts, leur place? c'est des féculents, c'est des sucres complexes. Donc leur place, c'est les apports énergétiques. Donc ça peut être utile chez des enfants qui ont besoin qu'on augmente les apports énergétiques parce qu'ils bougent beaucoup et qu'ils grossissent plus assez et que bah, tu peux pas augmenter les volumes d'alimentation de façon infinie. Donc l'utilisation des céréales dans les biberons de lait sont relativement pratiques. Après, bah, si l'enfant est capable de manger une tartine de pain, après son biberon de lait, il prend son biberon de lait. Alors sachant que le biberon de lait, il faut l'enlever à un moment. C'est-à-dire que l'enfant, il arrive à un âge où il peut déjeuner aussi avec un bol, notamment entre 2 et 3 ans. Et dans ces cas-là, il va boire son lait et manger sa tartine à côté. Mais Et voilà, du le lait, lait infantile, ça nous sert bien. Oui, Véro? et lait de croissance, après le lait de croissance, lait entier ou lait demi-écrémé? Lait entier de préférence et Mhm. à adapter aussi au régime alimentaire de l'enfant et à sa volonté. Il y a des enfants qui veulent plus de lait, il faut aussi le respecter. Mm. Et puis il y a des enfants pour lesquels on peut continuer aussi le lait de croissance, surtout sur des petits gabarits, des enfants qui ne mangent pas beaucoup de viande, même au-delà de 3 ans, on peut continuer aussi. Donc c'est vraiment après au cas par cas, en fonction de comment ça se passe, quoi. C'est sûr que quand ils commencent le lait de croissance, quand ils arrêtent le lait de croissance et qu'ils passent à du lait demi-écrémé ou entier, ils ne reviennent pas sur le lait de Non, croissance. non, non, il faut bien réfléchir avant d'arrêter. Voilà. Ce qui n'est souvent pas fait, hein, mais de Quand réfléchir vous avant parlez d'arrêter. quand vous parlez de grammes de protéines, la question était la suivante. Vous parlez bien de grammes d'œufs, de grammes de viande, mais pas chercher le taux de protéines Non, exactement parce que qui on va bon, si on rentre dans ce détail-là, on va les perdre, hein. Déjà, les parents, il faut quand même leur donner des choses assez faciles à respecter. Donc, quand on leur dit 10 grammes, entre guillemets, de protéines, c'est pour ça que je disais que nous, on dit protéines, mais on ne devrait pas, hein. C'est 10 grammes de viande ou de poisson, parce qu'en fait, 10 grammes de viande, c'est sûr qu'en protéines, on est à, je ne sais plus combien c'est, 4-5 grammes peut-être, de protéines pures. Mais de toute façon, même quand on leur dit 10 grammes, ils sont un peu perdus. Ils disent comment je fais les 10 grammes? Deux Donc, cuillères on à est là, café, hein, quand même, hein. 2 cuillères à café de viande mixée. Mais après, les cuillères à café, c'est très culturel, hein. T'as des petites cuillères à café, T'as des des grosses cuillères à cuillères à moka, café. des cuillères à café, des cuillères à dessert, etc., etc. Ouais. Donc, Madame est Après raffinée. tout ça, c'est à peu près, hein. Il y a des petits, il y a des enfants qui ont des besoins importants, d'autres moins, des plus petits, des plus gros. Voilà, ça reste à la louche, hein, ou à la petite cuillère, comme on veut, mais en tout cas,
C'est pas, voilà, il n'y a pas forcément besoin de peser en fait à chaque fois, hein. C'est avoir une idée, une grandeur. Quand on est trop dans le contrôle de tout, de surveillance, d'angoisse finalement de l'alimentation, c'est là que les difficultés alimentaires surviennent aussi. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce d'équilibre à trouver entre donner des recommandations qui, encore une fois, dans un contexte où on est de plus en plus confronté à des polluants divers et variés, euh, voilà, qui en plus sont différents chaque mois ou chaque année. Beaucoup de choses qui circulent sur les réseaux. Et en même temps, donc il y a ces messages de prévention, il y a l'ultra transformé, tout ça qu'il faut éviter. Enfin, il y a quand même de plus en plus de choses entre guillemets interdites. Et en même temps, il ne faut pas non plus que ça devienne euh, une obsession avec en pesant tout, en contrôlant tout. Il faut vraiment que l'alimentation reste un plaisir. Euh, c'est vraiment une étape clé pour l'enfant. Et donc ça, je trouve que c'est pas toujours facile à, euh, à transmettre et ça dépend beaucoup des familles. Mais il y a des fois où on a plutôt tendance à essayer de les tranquilliser parce que sinon ça devient trop en fait, hein. Oui, il y a des orthorexiques, c'est assez compliqué hein, parce que ils nous demandent les grammes, les quantités, combien de cuillères pour le départ. Donc il faut tout de suite les soulager et les rassurer. C'est que on mange pas tous les jours la même chose et c'est normal. Et si l'enfant il a pas eu de viande le lundi et qu'il a double dose le mardi et qu'il en a pas le mercredi et qu'il en a 3 fois le jeudi, il n'y a pas de stress non plus. Ce qu'il faut, c'est que l'enfant trouve dans son alimentation son équilibre. Et le corps humain est capable, sur une semaine, d'adapter ses besoins. Et j'ai vu passer là une question pour savoir si on peut mettre de la viande le soir. En fait, c'est culturel le midi ou le soir. Donc, s'il n'a pas eu le midi, il aura le soir. Et puis après, à partir de quand est-ce qu'on en donne 2 fois par jour? C'est sûr que quand on arrive à 3 ans, où ils sont entre 30 et 40 grammes, on peut faire 20 et 20, pourquoi pas? Surtout, cette question, elle revient régulièrement, mais personne ne pose la question de savoir si on donne du lait le soir. Ils ont souvent quand même un biberon le soir. C'est évidemment des protéines, hein, donc c'est vrai que voilà, là, il y a a priori pas de sujet particulier à donner la viande plutôt le soir, si c'est voilà, le choix de la famille en fait, hein. Alors, vous nous avez parlé des petits mangeurs. Et qu'en est-il des enfants qui, à 6 mois, 7 mois, refusent la cuillère, qui repoussent toujours avec la langue et qui repoussent toujours cette intrusion de la cuillère dans la bouche? Bah ça, c'est pas Vas-y. facile. Ah, Euh, mais vous battez pas, hein, on a le temps. soit l'enfant, non mais soit l'enfant est allaité et là, bah, ça devient compliqué. Il va falloir effectivement, si les choses sont figées, bah, avoir des prises en charge pluridisciplinaires, hein, notamment avec des orthophonistes, des psychomotriciens, tout ça, qui vont nous aider à travailler là-dessus. Soit l'enfant est au biberon, et dans ces cas-là, on est quand même un peu plus tranquille, au moins sur le plan nutritionnel, hein. Donc il y a moins d'urgence puisque de toute façon, il aura globalement ses apports nutritionnels apportés par les biberons. Mais là, on rentre effectivement dans des difficultés alimentaires qui peuvent être un peu embêtantes. Mais c'est vrai qu'on voit hein, ces situations où l'enfant est allaité, donc avec un lait de mère qui est de moins en moins riche et qui couvre de moins en moins les besoins de l'enfant et une diversification qu'on n'arrive pas à lancer. Donc là, effectivement, c'est vraiment du cas par cas, essayer de comprendre ce qui se passe et de trouver la prise en charge la plus adaptée, quoi. Après, proposer aussi différentes façons de donner. Et notamment, s'ils refusent la cuillère, on peut utiliser. Alors, déjà, il y a des cuillères plus plates et plus adaptées pour les petits troubles de l'oralité, là. Et puis après, il y a une autre chose, c'est qu'il y a une partie de ces bébés, ils sont très toniques, ils vont très bien par ailleurs et la croissance n'est pas encore du tout inquiétante. Et en fait, on s'aperçoit que quand on les met à table avec la famille, ils ont déjà envie d'attraper et on peut plus rapidement les passer au morceau. Alors, il y a Annie qui pose une question sur les épices. Est-ce qu'il y a des épices qui sont contre-indiquées? On a dit qu'il fallait les introduire en fonction de la culture des familles. Est-ce que et Non, Annie il n'y a pas de propose de savoir s'il y a contre-indication. des épices contre-indiquées ou pas? Et Non. puis Pierre Blanc qui rajoute est-ce qu'il y a des quand est-ce qu'on introduit les condiments? C'est hyper important. Moi je trouve aussi. Hein, c'est.
Alors, les épices, Cornichons, c'est trop bien. il y en a pas qui sont interdits. Après, peut-être éviter ce qui pique trop, peut-être d'emblée ou trop fortement, et encore que ça, c'est culturel. Après, les condiments, bah, le cornichon, je pense que dès qu'il va commencer à croquer des crudités, il va vouloir goûter. Il y a des enfants qui adorent ce qui est acide. Mm. Alors, Attention bon, au avec, sel parfois dans les condiments qui est pour le coup parfois important. Voilà, c'est plutôt ça, quoi. Donc en général, en petite quantité quand même, alors, c'est alors, on vraiment parle du sel, plaisir, quoi. t'as parlé tout à l'heure, Camille, de la charcuterie. Il y a une question sur, je croyais qu'on donnait pas de charcuterie. Moi aussi, je croyais qu'on donnait pas de charcuterie avant 5-6 ans. Mm. Et t'en as déjà dit de manière exceptionnelle. Ça veut dire quoi? Qu'on peut laisser goûter ou Chez le que plus ça peut grand, hein, être... pas avant 1 an, hein. Ah oui, Euh, d'accord. Chez le plus grand. Là, on Mais était même entre un sur an à et 5 ans, partir tu de douze l'autorises. 36 mois. Bah, là encore, c'est toujours compliqué d'interdire complètement, hein. C'est comme de dire jamais un curly. En pratique, voilà. Là encore, je pense que l'orthorexie est sans doute euh, trop et pas souhaitable, mais ça doit rester extrêmement ponctuel, hein. Il y a c'est pas grave de donner de temps en temps un bout de jambon à son enfant de 2 ans, hein. Ouais, c'est pas exagérer non plus, quoi. Non, il Et le faut juste pas chocolat? le proposer il faut pas le proposer en collectivité par contre, parce que s'il y a un accident en collectivité, Ah c'est la oui. collectivité qui est responsable. Mm. Après, au sein de ta famille, oui, tu donnes des conseils. C'est comme le fromage au lait cru. Tu vas dire qu'il faut pas en donner avant 5 ans, mais quand tu habites dans les Cévennes et que tu as du pélardon dans chaque repas, c'est beaucoup plus compliqué d'interdire complètement. Donc tu donnes l'avis, tu dis que voilà, ce n'est pas recommandé avant 5 ans pour le risque bactérien, et c'est à limiter effectivement. Par contre, dans les collectivités de jeunes enfants, c'est non. Et le chocolat, tu disais? Ben, je sais pas, il y a une question sur le chocolat. Chocolat. Bah, Donc, sans donner. le chocolat, alors déjà, ça fait partie un peu des confiseries, des sucreries et du plaisir exceptionnel. Et puis, il y a un autre problème avec les fèves de cacao, c'est qu'elles sont polluées. Donc, de toute façon, si on peut l'introduire, hein, c'est pas gênant d'introduire des petites quantités de chocolat, à condition effectivement de ne pas en donner beaucoup. Et on préconise plutôt du chocolat au lait que du chocolat noir, parce que bah, c'est même si on aime mieux le chocolat noir parce que c'est meilleur au goût, le chocolat au lait contient moins de cacao, donc moins de fèves polluées. Mais plus de Et pour le sucre, alors coup, du pas coup. bio. Et pour le coup, pas bio pour C'est plus pollué le bio. ouais. Question récurrente sur le sel. Combien en mettre par repas? Et à En partir fait, et à partir de quand? on n'en rajoute pas, hein. C'est vraiment juste l'utilisation pour effectivement l'eau de cuisson, vraiment une petite pincée dans euh, mais là encore, on va pas doser, hein. Mais c'est pas de sel. On va pas mettre la salière au-dessus de l'assiette, quoi. C'est ça le concept, hein. Mm. Et il y a aussi le fait qu'en France, le sel est supplémenté iodé fluoré. Mm. Et pour les apports en iode, c'est quand même assez intéressant d'en mettre un peu dans l'eau de cuisson. Quand on fait cuire des pâtes, de toute façon, on met un peu de sel. Après, on jette l'eau de cuisson, mais les pâtes ont absorbé un peu le sel. C'est pareil pour les aliments qu'on va cuire à l'eau. Alors, c'est sûr qu'avec la vapeur, ça aura moins cet effet-là, mais on peut mettre du sel dans l'eau de cuisson. Dès le début ou bien à partir de 1 an? Dès Dès le le début, début, hein. Dès le c'est début. cuire tes légumes bouillis. D'accord. Les œufs à la coque? C'est des œufs semi-crus, c'est les œufs à la coque, c'est 3 minutes. Donc, c'est pas assez pour le risque infectieux. Donc, plutôt des œufs durs ou une omelette bien cuite. Pain blanc ou pain complet? Ça va dépendre des habitudes alimentaires aussi de la famille, hein. C'est sûr Et du que transit de l'enfant. oui, encore, les aliments et les céréales complètes sont, entre guillemets, un peu plus, un peu meilleurs sur le plan d'index glycémique, etc. Mais si les parents achètent du pain blanc, ben, l'enfant va manger du pain blanc. Alors, il y a une question intéressante du docteur Azanco qui dit les aliments avant ou après la tétée, c'est-à-dire que pour le début de la diversification, j'ai pour habitude de leur dire que j'aime bien passer au biberon parce que ça fait conflit entre l'addict du téton et l'introduction d'une cuillère en acier, du silicone, de n'importe quoi dans la bouche, qui est très différent du téton. Et donc, c'est un vrai conflit pour moi et j'ai plein d'échecs. Alors, il pose une bonne question. Vous faites avant, enfin vous préconisez quoi? Avant, pendant, après?
Moi, je préconise en fonction du bébé. Donc, les mamans qui disent oh là là, quand je lui donne avant, ça passe pas. Donc, d'abord, je lui donne soit le sein, soit le biberon, et après, je lui donne la cuillère. Puis, il y en a d'autres qui disent bah, si je donne après le biberon, il en veut plus, il a plus faim, il est rassasié. Bah, on s'adapte. En fait, il y en a qui ont très très faim, donc si ils testent pas avant, en fait, ils vont être incapables de se concentrer entre guillemets pour prendre la cuillère. Euh, et d'autres, effectivement, qui sont très vite rassasiés, où là, on a plutôt intérêt à commencer par la cuillère avant de les mettre au sein. Dans tous les cas, faut pas passer au biberon, en fait, hein. Il n'y a pas de raison, enfin, à moins que la mère ne le demande, mais en fait, il n'y a pas de raison d'arrêter l'allaitement, hein. Mm. Et puis c'est pareil, on s'adapte aussi au rythme du bébé. Des bébés allaités, ils sont pas forcément 8h midi, 16h, 20h. Ils vont aussi avoir des rythmes différents. Et c'est pas très grave de donner les légumes à 14h30, hein. Il y a pas de stress, hein. Les Espagnols, ils mangent beaucoup plus tard que nous, hein. Certes. Est-ce que sur un enfant qui ne mange ni légumes ni fruits, il y a un risque de carence en vitamine C? Bah, s'il a du lait Si- infantile, non, il aura le vitamine C dans le lait infantile, sinon oui. Et Mhm. est-ce que vous évoquez systématiquement l'importance de l'absence des écrans lors de la diversification? Oui, ça, je pense que c'est vraiment important maintenant. Sinon, c'est quasi systématique. Enfin, c'est très souvent. En tout cas, dans donc toujours NutriBébé 2022, il y a une question sur les écrans et on voit que dès l'âge de 6 mois, au moins une fois par semaine, ils sont exposés à l'écran pendant le repas et ils sont tout petits. Donc après, c'est un problème d'interaction précoce, hein, toujours pareil, hein. La meilleure application pour votre enfant, c'est vous. Et donc ça, c'est une campagne qui est relayée par Mpédia. Et effectivement, mais même jusqu'à tard, hein, pas d'écran à table, parce qu'à table, on a autre chose à se dire que de regarder ces écrans. Ça, pour le coup, je pense que c'est vraiment important Mm. de l'aborder, hein. Je voulais une question. Votre avis sur l'autorisation des NGT par les autorités de Bruxelles? Qu'est-ce que c'est? C'est les nouveaux OGM, hein, les NGT. C'est de ce que j'ai compris, hein, mais je suis pas spécialiste non plus. C'est des graines, des semences qui ont été sursélectionnées, on va dire, pour résister à un certain nombre d'agressions et notamment de, voilà, de maladies. Donc effectivement, ça semble avoir été autorisé par l'Union européenne et on n'aura pas, ce ne sera pas indiqué la plupart du temps enfin, qu'il s'agit de semences de ce type, donc on n'aura pas l'information. Mais ça, je peux pas en dire plus que ça. Ça, c'est une question de conviction a priori après derrière. Euh, mais c'est vrai que c'est une façon de revenir en arrière sur, on va dire, euh, la non-utilisation des OGM en Europe. Mm. Et après, il faut quand même prendre conscience aussi quand même d'une chose, c'est qu'on est 8 milliards sur Terre et qu'il va falloir quand même nourrir tout le monde a priori. Donc, ça veut dire qu'il va falloir produire suffisamment. Donc, l'alimentation locale, bio et le petit potager, ça va quand on arrive à nourrir une petite population. Mais en termes de mondialisation, il faut arriver. On voit bien, hein, on a eu des problématiques des œufs. Il n'y avait plus assez d'œufs produits, plus assez de poulets, plus assez de. Et nous, on est un pays riche et on a accès à la nourriture, hein. Et des pays, ils sont beaucoup moins à l'aise que nous. Quid du cadmium? Oh bah, le cadmium, en fait, il faut varier les sources et éviter de manger que des patates. Voilà, il faut varier les sources alimentaires pour diminuer les risques d'intoxication. Donc ça, c'est bien clair, hein, parce qu'on ne peut pas éviter le cadmium, il y en a dans beaucoup d'aliments. Donc le mieux, c'est quand même vraiment toujours pareil, hein, diversité. Et plus on diversifie, et mieux ça sera en termes de polluants. Et il y a quand même là, je pense à insister sur le fait d'acheter bio si c'est possible, parce que même si ce n'est pas une garantie de non-présence de cadmium, mais c'est une façon d'essayer de faire en sorte qu'il y ait un peu moins de ces polluants euh, dans, euh, dans les aliments. Mais là, c'est le cadmium, il y en aura d'autres, hein, Mm. qui vont être mis en évidence. Il y en a un peu tout le temps, que ce soit dans les aliments, dans les eaux, c'est de plus en plus Oui. compliqué. Là, on parle beaucoup du cadmium, mais il y a encore le plomb qui pose problème, il y a le mercure qui pose problème.
Et on ne peut pas non plus arrêter de manger complètement, ça va être compliqué. Et donc, il faut vraiment varier les sources. Faut savoir que il y a des études qui ont montré que même dans le méconium, on retrouvait des pesticides qui sont interdits depuis 30 ans. Donc, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans les sols euh, qu'on maîtrise pas du tout. Bon, voilà, c'est comme ça. Il y avait une reco aussi sur la vitamine D. Jusqu'à quand? Sur 18 la ans. croissance. Montée en vitamine D. 18 ans pour la pédiatrie, mais probablement, enfin, les adultes en donnent de plus en plus, donc probablement que ce sera Tout le temps. un peu tout le temps. En tout cas, il y en a, c'est pareil, chez des personnes âgées, c'est de nouveau recommandé, chez personnes insuffisamment exposées, les peaux noires peu exposées, enfin, les régimes véganes, l'obésité, enfin, tout ça, c'est des recommandations qui, je pense, même chez l'adulte. Quand on voit que toutes les femmes enceintes Ouais. sont supplémentées, on se dit qu'il ne doit pas y avoir d'arrêt de la vitamine D. Non, non, non. C'est a priori tout le temps. Et il faut bien y penser parce que là, c'est pareil, hein. Quand on regarde les chiffres des enquêtes, on a entre 30 et 35 mois, il n'y a que 30% des enfants supplémentés, hein. Donc, on est loin d'arriver à supplémenter en vitamine D tous les enfants. Donc, il faut continuer. C'est comme les lipides. On continue à faire passer les bons gestes. On me demande, en cas d'atopie familiale, est-ce qu'on retarde la mise sous lait de vache et ses dérivés? Même chose pour l'œuf. Non. Non. Non, justement, il faut commencer comme tous les autres enfants. Il n'y a pas d'intérêt, voire c'est délétère de retarder. On favorise, en fait, on induit une tolérance en commençant précocement et on va favoriser l'apparition d'allergies si on retarde l'introduction des allergènes. Et on en Et trouve en petite quantité parce que je suppose que là, c'est plutôt dans le cadre des enfants qui sont allaités, du coup. J'imagine. Ou effectivement, on ne va pas donner directement deux petits Suisses au premier repas. Que répondre quand on vous dit que dans le sud, il n'y a pas besoin de vitamine D parce qu'il y a le Eh soleil? ben, moi, je réponds que j'habite dans le sud et qu'on donne de la vitamine D à tous les petits patients parce que, un, on les expose plus au soleil, hein, on évite qu'ils aient le cancer de la peau. Ensuite, on les tartine de crème, hein. Et puis, nous, dans le sud, même l'hiver, nos rayons, ils sont pas assez bons et ils nous font pas fabriquer la vitamine D sur la peau, même si on a beaucoup de chance et on peut sortir un t-shirt jusqu'au mois de décembre, nous. Et il y Et avait une un question sur- gros c'est moche de intérêt te moquer des des Parisiens petits quand pots, même. Pas tous. Véro, vas-y. un gros intérêt des petits pots non bio par rapport aux petits pots bio ou pas Aucun. trop? Dans la nourriture dans la baby-food, en fait, ils respectent une charte telle que ils doivent être quasiment à zéro pesticide et zéro nitrate, hein. Donc, Même quand ils sont pas bio. voilà. Donc, de toute façon, même quand ils sont pas bio, ils sont quasi bio, ils sont bio. Du coup, ça n'a pas d'avantage nutritionnel, le bio, par rapport au non bio, dans la baby-food. Bon, je crois que vous arrivez, à épuiser les questions. Ah ben, il y en a plein encore, hein. On pourrait parler des petits grains de maïs en boîte. Est-ce qu'ils sont à risque d'étouffement? Je ne sais pas. Bah, quand ils sont, oui, un peu petits, les enfants, on va peut-être pas leur présenter le maïs comme À ça. 6 mois, quoi. Il y a le maïs et le petit pois, ça c'est Le petit très... pois. Mm. Ça risque d'être un peu compliqué à 6 mois encore comme texture. Voilà. Ouais. Et il voulait savoir jusqu'à quel âge vous laissez le lait le soir. Ouais. C'est pareil, ça dépend des enfants en fait. Il y en a pour qui c'est vraiment compliqué de l'arrêter. Mm. Puis il y en a, ça va se faire facilement. Moi, j'ai tendance à être assez laxiste, on va dire. Pas forcément laxiste, Camille, mais en tout cas, parfois, ce biberon du soir, ça permet aussi de maintenir des apports corrects. C'est-à-dire sur des petits mangeurs qui prennent déjà des petites rations, ils prennent 180 le matin, à midi, ils ont plus de bib, à 4 heures, ils en veulent plus. Si on maintient pas le biberon du soir, on est un peu bas en apport en lait infantile. Donc, il n'y a pas de raison de l'éliminer trop vite. Et après, biberon et lait, c'est pas la même chose, hein. En grandissant, on peut continuer à boire du lait à la tasse, au verre, à la paille, ce qu'on veut. On brosse les dents après, avant d'aller se coucher, bien entendu, mais on n'est pas obligé d'arrêter le lait. Non, puis c'est souvent un plaisir aussi. C'est important, pas mal d'enfants.
Il y a Annie qui nous demande si on peut redire rapidement la conduite à tenir pour le sevrage avec un lait de vache si l'enfant est allergique ou pas. Alors ça, on l'a pas abordé dans notre diaporama C'est pour diversification ça qu'elle vous pose alimentaire. la question. C'est un autre sujet. Moi, ce que je propose à Annie, c'est qu'on monte un autre webinaire pour parler effectivement de ces questions-là sur les allergènes alimentaires. On invitera Nadège qui est allergologue et Camille à en parler. Mais je crois que voilà, que là, on déborde un peu du thème. On va se recentrer sur la diversification, mais je serais ravie d'en discuter avec Annie. Et avec plaisir. Avec plaisir. Est-ce qu'on peut remplacer les biberons par les yaourts? Chez un enfant qui refuse les biberons, j'imagine que c'est ça la question. Il y a des situations où effectivement, on arrive, enfin, voilà, il refuse de prendre les biberons, on est coincé. Une des façons de faire, ça va être soit de rajouter de la poudre de lait infantile qui permet quand même d'avoir quelque chose d'un peu mieux que des yaourts simples comme apport, voilà, je sais pas, avec des compotes ou dans des yaourts, un fromage blanc, enfin, peu importe. Et puis, après, on va essayer de se débrouiller. Et il y en a effectivement qui veulent pas du tout du biberon. On va faire avec. Il faut quand même s'assurer effectivement que les apports en calcium soient suffisants. Et puis, être vigilant pour le coup sur les apports en fer si s'il n'y a pas, s'il y a plus de biberon, quoi. Donc ça, c'est important. Historiquement, les laitages infantiles, il y a plusieurs années, étaient réalisés avec du lait infantile, puis ça a été interdit à cause de la teneur en vitamine A. Et donc ça a été complètement interdit. Cependant, les enfants qui ne boivent pas du tout de lait et qui refusent le biberon, on a quand même une autre solution. Sur le site Mpédia, vous trouvez la, la recette pour faire des yaourts maison. C'est pas très compliqué. Il faut utiliser un lait de croissance liquide, pas en poudre, un lait de croissance liquide avec une forte teneur en caséine, parce que pour faire du yaourt, il faut de la caséine, et sans probiotiques pour pas rentrer en compétition avec le ferment lactique. Et c'est faisable, et après, on peut les aromatiser à ce qu'on veut. Donc, c'est une façon aussi d'avoir un vrai équivalent du lait infantile, parce qu'effectivement, les yaourts nature, c'est un équivalent en calcium, mais on va Mm. pas avoir tout le reste dedans, quoi. Et par ailleurs, vous ferez pas de yaourt avec du lait de mer. Ça va pas marcher non plus. Et non, pas assez de caséine et trop de probiotiques. Compétition absolue, mais on peut faire des flancs, par contre. On peut les épaissir à la gare. Bon alors, quand même, personne n'a posé cette question et enfin, quand même, Catherine Jolivet nous pose la question, est-ce qu'on peut utiliser l'eau du robinet pour les biberons dès la naissance? Oui. C'est recommandé en tout cas. Merci. C'est dans les recommandations et on est un des rares pays à ne pas largement utiliser l'eau du robinet. Avec quand même pas mal de nuances, c'est qu'il y a un certain nombre d'endroits en France où l'eau du robinet est beaucoup trop riche en nitrates ou d'autres polluants donc il faut quand même s'assurer de ne pas être dans ces situations-là. C'était le cas en Bretagne, mais enfin, on a des alertes un petit peu partout en France et de plus en plus souvent. Donc ça, c'est un des freins. Et dans ces cas-là, effectivement, on peut passer à de l'embouteille, donc pas trop minéralisée, hein, qui est adaptée aux nourrissons. Mais en tout cas, dans les recommandations de l'ANSES et dans les autres pays européens, hein, les recommandations et l'eau du robinet. Alors du coup, on va passer à l'eau, on va passer à l'eau de l'autre côté. Quand est-ce qu'on introduit des petits biberons d'eau dans les repas? Bah, dès la diversification, en fait. C'est ça, dès qu'ils commencent à manger solide, enfin en quantité suffisante évidemment, quand c'est quelques cuillères, ça n'a pas vraiment d'impact. Mais dès que c'est un petit peu plus, il faut compenser par du liquide. Donc, Il faut pas oublier que l'eau, c'est un peu la saisonnalité aussi, là. En tout cas, les bébés qui naissent là, sous la vague de chaleur, alors soit ils sont allaités, ils tètent toutes les heures, effectivement, soit ils sont pas allaités. Et il n'a jamais été écrit dans n'importe quel manuel scientifique qu'il faut pas lui donner quelques gorgées d'eau. C'est sûr qu'on va pas le gaver d'un biberon d'eau entier, mais dès la naissance, un enfant peut boire des gorgées d'eau. Et quand il fait 44 degrés et qu'on n'a pas la clim, on a tout intérêt à faire boire son enfant. mm. Eh oh, on n'est pas tous dans le sud. Eh oui, mais nous, on a eu 40 aujourd'hui, hein. 40 degrés, hein. Et l'eau Bon, alors on est filtrée? dans l'eau des biberons, dans l'eau de l'alimentation et quoi quid de l'eau départ? Ah non, pas d'eau départ. L'eau départ, c'est pas possible. D'abord, l'eau départ, c'est pour faire caca aux vieux. Ça marche pas très bien chez le bébé. Et puis ensuite, c'est pas bon pour ses reins. Et l'eau Donc, filtrée?
Non, pas de Bah, filtre. ouais, le problème des filtres, c'est on sait jamais trop ce que ça filtre. Il faut aussi qu'il soit bien entretenu parce que on peut être plus nocif que bénéfique. Et voilà, on sort des recommandations. Franchement, voilà, en dehors de situations bien particulières, l'eau du robinet est tout à fait adaptée aux nouveau-nés et aux nourrissons. Alors, il y a des grandes centrales qui sont en train de poser des filtres pour toute la population et c'est en train de se faire dans certaines stations d'épuration qui refiltrent l'eau et qui remet l'eau potable en circulation. Et donc là, c'est pas pareil, hein, c'est des filtres population entière, ils sont checkés, l'eau est contrôlée à la sortie du filtre, alors que la carafe Brita, bah, on n'a pas de contrôle à la sortie de la carafe. Et vaut-il mieux un lait croissance qu'un lait entier? Ben, il vaut mieux Bah oui. la croissance, puisque beaucoup plus riche en fer, en acides gras essentiels. Après, il y a des familles pour lesquelles c'est pas possible, hein. Et puis il y a des enfants qui veulent plus du lait de croissance. Bon, c'est pas dramatique non plus s'il a du lait entier. Oui. Il faudra compenser effectivement les apports en fer avec des aliments riches en fer et les apports en lipides en rajoutant bien des lipides végétaux. Pour repartir sur l'eau, chez les enfants de moins de 3 mois, eau ou SRO? De l'eau. Pourquoi? S'il n'est pas Ah, de malade. toute Après, façon, s'il a chaud et 42 fièvres, oui, mais en général, ils en boivent pas beaucoup, hein. C'est des petites quantités à cet âge-là, hein. ils Oui, auront les c'est un minéraux dans le soluté lait. c'est un soluté de réhydratation orale. Il faut que l'enfant soit déshydraté pour qu'il ait plus ses papilles, pour qu'il ne sente pas que c'est dégueulasse, parce que c'est vraiment dégueu de l'eau sucrée salée. Donc il faut qu'il soit déshydraté. Il faut utiliser ce nom pour un symptôme, la déshydratation. Et avant d'être déshydraté, ils ont juste soif. Il y a juste ça avant quand même. Le SRO, c'est 6 fièvres, 6 gastro, vomissements, diarrhée. Voilà, c'est un support d'hydratation dans la catégorie pathologique. Après, si c'est un coup de chaud, le bébé va bien, il tète bien son lait, et on propose juste quelques gorgées d'eau parce qu'on sait qu'on peut en avoir besoin. Et l'eau de coco quand on habite en Polynésie? Ah bah, pas avant 4 mois, sinon c'est de la diversification. Et je pense qu'il y a une question sur les yaourts dits normaux, parce qu'ils parlent de yaourts au lait infantile. Donc les yaourts du commerce, même au rayon bébé, sont-ils au lait infantile? Non. Mais c'est pas grave si s'ils les proposent en crèche de toute façon. Enfin, Il propose quoi? les crèches n'achètent pas des yaourts au lait infantile. Enfin, Rien non, de c'est pas des grave. Non, non, yaourts non. bébés, en fait, je pense que ça veut dire ça, mais ils avaient dit yaourts au lait infantile, donc juste redire Mm. pas au lait infantile. Non, ça s'appelle pas des yaourts au lait infantile, hein. Ça s'appelle des laitages infantiles adaptés à la nutrition du moins de 3 ans, mais ils sont pas faits avec du lait infantile. Bon, Voilà. voilà. Bon, en tout cas, c'était des échanges très riches, hein. Merci à Camille d'avoir co-construit ce webinaire. Merci à tous nos panélistes d'avoir été vigilants sur toutes les questions. Alors, je sais qu'on n'aura pas pu répondre à tout, mais C'est pas mal. je pense qu'on peut effectivement envisager une autre construction, alors peut-être pas tout de suite, il faut le temps qu'on organise, d'un prochain webinaire et pourquoi pas sur des thèmes comme l'allergie aux protéines de lait de vache. Voilà. En tout cas, les webinaires alimentation sont des choses qui intéressent beaucoup de gens parce que ben, on a besoin toujours de reprendre les recommandations et de rassurer tout le monde. Camille, je te laisse le mot de la fin. Eh ben, merci à tous, merci à tous les participants, à toutes ces questions. C'est à chaque fois, bah, on apprend des choses aussi, donc c'est vraiment Ouais. intéressant. Et